Mes chers auditeurs, je suis invité non seulement à vous parler, mais à vous parler d'un sujet précis, la tolérance. C'est un sujet dangereux et que je n'aurais pas choisi moi-même, car je sais d'expérience qu'en parler publiquement est une manière quasi infaillible de s'assurer que cette vertu est au fond assez rare. Beaucoup de gens doutent même que ce soit une vertu. Certains seraient plutôt enclins à la tenir pour un défaut, ou même, si elle passe un certain point, pour un vice. Il faut avouer d'ailleurs que ceux qui s'en font les avocats usent parfois d'arguments inquiétants. Et puisque je dois limiter cet immense sujet, je parlerai de sa partie la plus difficile, la tolérance en matière d'idées. Et je dirais donc que le plus souvent, ceux qui favorisent la tolérance intellectuelle le font en s'opposant à ce qu'ils tiennent pour un véritable vice et qu'ils appellent le dogmatisme. À leurs yeux, l'attitude d'un esprit dogmatique est la source de beaucoup de maux dans tous les ordres. Le dogmatisme, disent-ils, engendre l'intolérance, qui engendre la tyrannie politique, l'ennemi mortel de la démocratie. Bref, là où chaque homme n'est pas libre de penser comme il lui plaît, il n'y a bientôt plus de liberté politique, parce qu'il n'y a plus aucune liberté. Je suis bien loin de penser que la liberté philosophique n'est pas la racine première de la liberté politique. Au contraire, je tiens personnellement cette proposition pour absolument vraie. Et je suis prêt à la défendre aussi dogmatiquement qu'on le voudra. Je tiens en effet pour certain qu'il y a des propositions non seulement probables, ou pratiquement certaines, mais absolument certaines et inconditionnellement vraies. J'entends par là des propositions telles que tout esprit humain doit nécessairement y souscrire, pourvu seulement qu'il en comprenne les termes. En voulez-vous des exemples? En voici un choix que j'emprunte intentionnellement à des philosophies très diverses et qui ne me satisfont pas toujours, mais dans lesquelles il y a des choses absolument vraies, et je crois que tout le monde en tombera d'accord. Par exemple, même un homme riche a besoin d'amis. C'est d'Aristote. La paix et la tranquillité qui résultent de l'ordre, c'est de saint Augustin. Toute chose est bonne en tant qu'elle est, c'est de saint Thomas d'Aquin. Un homme ne doit pas traiter un autre homme comme un moyen, mais toujours comme une fin, c'est de Kant. On en citerait facilement d'autres. Personnellement, je tiens toutes ces propositions pour absolument vraies. Je ne dis pas qu'elles sont immédiatement évidentes, ni qu'elles sont indiscutables, je dis seulement que je les tiens pour absolument vraies. Ce qui ne me semble pas vrai, au contraire, c'est qu'une attitude dogmatique de ce genre, en philosophie, engendre nécessairement l'intolérance dans la pratique et particulièrement la tyrannie en politique. Cette dernière proposition me semble même un dangereux sophisme et quelques instants de réflexion doivent permettre de s'en apercevoir. À première vue, il semble y avoir quelque analogie entre un philosophe qui affirme qu'une proposition est absolument vraie et la décision par laquelle un parti politique ou un État décide d'imposer la reconnaissance d'une certaine vérité par l'ensemble des citoyens. Mais les situations sont différentes. Quand un philosophe maintient qu'une certaine position philosophique est vraie, il défère simplement à l'évidence de son propre intellect. Or, chacun de nous
possède son propre intellect, et la faculté de voir les choses à sa lumière est précisément ce qui fait de nous des êtres libres. Il y a dans le commentaire de saint Thomas sur le livre de Job un passage qui surprend le lecteur à première vue. Je me souviens qu'il m'a beaucoup surpris la première fois que je l'ai lu. Ceux qui en ont la curiosité le trouveront au chapitre 13, deuxième leçon de ce commentaire. Notez bien le passage, parce que lorsque je vous aurai dit ce que l'on y trouve, vous ne le croirez peut-être pas, et plusieurs d'entre vous auront la curiosité de s'en assurer. Chapitre 13. Au point où il en est arrivé, Job est excédé par les raisonnements de ses amis. Et il leur déclare tout net qu'après tout, il en sait autant qu'eux, qu'ils n'ont pas à lui expliquer quelle est sa situation et qu'il la connaît fort bien. Je ne veux plus discuter avec vous, dit-il, c'est avec un autre que je vais discuter. Je vais parler au Tout-Puissant, dit Job. Je veux discuter avec Dieu. Disputare cum Deo cupio. Sur quoi saint Thomas se demande si le saint homme Job ne va pas un peu loin. Le voilà qui parle comme si Dieu était là et en discussion avec lui. Une discussion d'un homme avec Dieu, voilà qui semble un peu indécent à cause de la disproportion des personnes. Pourtant, répond tranquillement saint Thomas, la vérité ne change pas avec la diversité des personnes. Lorsqu'un homme dit la vérité, nul ne peut le vaincre, avec quelque personne qu'il soit en discussion. Voilà du dogmatisme s'il en fut jamais. Je peux discuter avec Dieu, et si j'ai raison, Dieu lui-même ne pourra pas soutenir le contraire. Et pourtant, Dieu ne nous impose aucune vérité. Il nous fait voir la vérité par la lumière de la raison naturelle qui est en nous la marque laissée par lui sur sa créature. Ainsi, quand un professeur de mathématiques démontre à ses élèves la solution d'un problème, ceux qui comprennent la solution ne peuvent pas la refuser. Et pourtant, ils sont libres. Ils sont libres parce que leur accord avec le maître repose sur le fait que leurs divers esprits voient la même vérité dans la même lumière. Et si nous voulons persuader les autres de quelque vérité, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de l'expliquer. De l'expliquer avec tant de clarté et de force que ceux à qui nous nous adressons finissent par la voir comme nous la voyons. Le problème de la tolérance ne se pose donc pas au niveau de la vérité pure. On ne peut que proposer la vérité aux esprits. On ne peut pas la leur imposer. C'est là qu'est l'erreur de ceux qui se croient le devoir d'imposer la vérité par la contrainte. Leurs intentions sont excellentes, et je dirais que c'est ce qu'il faudrait faire, s'il était possible de le faire. Mais malheureusement, elle ne l'est pas. Et ce n'est pas d'une difficulté pratique qu'il s'agit, même pas d'une extrême difficulté pratique. C'est la nature même de la chose qui s'oppose à ce que la tentative réussisse. Je prenais il y a un instant l'exemple d'un professeur. Quoi qu'il enseigne, disais-je, il s'efforce de se faire comprendre. S'il réussit, ses élèves le croiront. Mais s'il échoue, que peut-il faire? Les obliger par la force à accepter sa solution du problème? Mais s'ils ne la comprennent pas, s'ils n'en voient pas eux-mêmes la vérité, il n'y a rien dans leur esprit qui puisse donner son assentiment. Il n'est pas toujours facile de forcer un homme à agir. Il est plus difficile encore, quelquefois, de le forcer à parler, du moins s'il a souci de la vérité. Mais forcer quelqu'un à penser ce qu'il ne veut pas penser, ça n'est pas seulement difficile,
C'est impossible, parce que la force est matérielle et la pensée spirituelle. Forcer la pensée est donc une notion dénuée de sens. Les États totalitaires peuvent donc obtenir des résultats politiques certains en imposant par tout moyen un conformisme intellectuel, social ou économique. Ils obtiennent tous les résultats qu'on peut obtenir par la force, mais en voulant s'en prendre aux esprits, ils préparent leur propre défaite parce qu'ils sont certains d'échouer. À si longue échéance que ce soit, cette défaite est certaine. Et le vainqueur de ces régimes politiques sera cette intelligence même, libre de sa nature, qu'ils auront prétendu domestiquer. La tolérance est le refus de commettre cette erreur, c'est-à-dire le refus d'appliquer la force à quelque chose qui ne peut pas être forcé. On peut empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent, mais on ne peut pas les empêcher de le penser. En fin de compte, si c'est la pensée qu'elle vise, l'intolérance ne réussit jamais. Je sais à quoi on s'expose en disant ces choses. On est accusé de libéralisme doctrinal, de scepticisme et d'indifférentisme par ceux qui veulent une société mise au pas et composée d'animaux bien dressés. Être tolérant n'est en aucun sens être un sceptique. Au contraire, un sceptique n'a même pas de quoi être tolérant. Il voudrait l'être, il ne le pourrait pas. La tolérance ne consiste pas à accepter toutes les propositions comme plus ou moins probables ou comme équivalentes. Si je ne suis pas sûr que ce que je dis est vrai, il serait vraiment monstrueux de ma part de prétendre empêcher autrui de dire le contraire. Ça n'est pas cela la tolérance. La tolérance consiste, étant absolument certain soi-même d'une vérité, à s'interdire tout recours à la force, sous quelque forme que ce soit, pour empêcher autrui de dire ce qu'il pense. Essayons d'éclaircir ce point, sans entrer dans des difficultés techniques. Je me permets de suggérer qu'il y a à l'origine de ces problèmes beaucoup de malentendus et surtout une confusion fondamentale. La tolérance, c'est une qualité morale et politique et non pas une qualité intellectuelle. En tant qu'être raisonnable, notre seul devoir envers les idées, c'est d'avoir raison. C'est de penser des idées vraies. C'est de chercher la vérité pour elle-même. Et dès que nous la voyons, de l'accepter telle qu'elle est. Et non pas seulement de l'accepter, mais de la faire connaître. Quant à l'erreur, qu'elle se trouve dans notre esprit ou dans celui des autres, nous avons bien entendu le devoir de la dénoncer comme fausse. C'est ce que les hommes de science ne cessent de faire. Quand l'un d'eux s'aperçoit qu'une certaine théorie ou explication scientifique, si généralement acceptée soit-elle, doit être abandonnée pour une meilleure, il le dit. Il ne lui vient pas à l'esprit que l'ancienne théorie devrait être tolérée. Quand Einstein pensa, quand il arriva à la conclusion que la physique de Newton devait être remplacée par une nouvelle, il ne se dit pas « mais je vais être intolérant si je dis cela ». Il savait qu'il avait raison, il dit donc la vérité telle qu'il la voyait. Et pourtant, lorsque les savants le font, ils suscitent généralement des contradictions extrêmement vives.
mais ils ne sont pas coupables d'intolérance parce que les notions de tolérance et d'intolérance ne s'appliquent pas dans l'ordre des idées. Comme le disait Auguste Comte, il n'y a pas de liberté de conscience en mathématiques. Ce que nous voulons réellement dire quand nous parlons de tolérer certaines idées, c'est que nous voulons tolérer l'existence d'hommes qui ont ces idées et que nous respectons leur liberté de parole. Mais pourquoi la respectons-nous? Pas nécessairement parce que nous pensons que ce qu'ils disent ou écrivent est vrai, ou que ce qu'ils enseignent a autant de chances d'être vrai qu'autre chose, non, mais bien parce que, quoique nous sachions que ces hommes se trompent, ils sont nos concitoyens et nous devons vivre en paix avec eux comme eux avec nous. Il n'y a rien qui soit plus intimement personnel à l'homme que ses idées. Porter atteinte aux idées des autres, c'est semer dans la société des germes de désunion que rien ne pourra empêcher de proliférer au point de la détruire. C'est pourquoi l'erreur doit être parfois tolérée, même quand on sait qu'elle est une erreur. Et ceci s'applique même en matière de religion. Lorsque, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin enseignait que les rites des Juifs devraient être tolérés et que les populations juives devaient être laissées libres de pratiquer leur propre culte. Saint Thomas ne se demandait pas si, par hasard, le judaïsme ne serait pas une religion aussi vraie que le christianisme. Non, comme chrétien, il se sentait absolument certain que la religion chrétienne était la véritable. Il pensait que la synagogue était dans l'erreur. Mais c'est justement pour cela qu'il avait quelque chose à tolérer. S'il n'avait pas été tout à fait sûr que la synagogue était dans l'erreur, il n'aurait rien eu à tolérer du tout, puisqu'il n'aurait pas été certain qu'il y eût une erreur. On ne tolère pas le vrai ni le bien, on ne peut tolérer que ce que l'on tient à tort ou à raison pour un mal. Et la raison qu'on a de le tolérer, c'est pour éviter un mal beaucoup plus grave. C'est pour éviter les conséquences de haine, les luttes intestines, les désordres sociaux qui toujours, tôt ou tard, résultent de l'explosion de convictions morales, politiques ou religieuses dont l'expression a été comprimée par la violence. Donc, l'erreur doit être parfois tolérée parce qu'elle est non pas un bien, mais parce que la tolérance de cette erreur est pour nous le moindre mal. Le premier moment de la tolérance se reconnaît à la futilité du recours en matière de savoir. Quand Harvey découvrit la circulation du sang, certains voulurent lui imposer le silence. Ils étaient, eux, absolument certains que le sang ne circulait pas. Ils avaient d'ailleurs une très bonne raison, un excellent argument. Ils disaient que la fièvre réside dans le sang et que par conséquent, si le sang circule, chaque fois que le sang accomplit une circulation complète à partir du cœur et y retourne, il devrait y avoir un nouvel accès de fièvre. S'ils avaient eu raison, l'argument était irréfutable. Mais ils avaient tort. Harvey ne répondit à rien. Il recommença ses démonstrations. On ne lui interdit pas de parler et ce fut heureux, car lui imposer le silence l'aurait empêché de parler, mais ça n'aurait pas empêché le sang de circuler. Beaucoup de médecins s'opposèrent donc à ces conclusions. Ces médecins se trompaient.
vouloir leur imposer la reconnaissance de la vérité nouvelle n'aurait pas ajouté un atome de certitude à la démonstration que Harvey venait d'en donner. En philosophie comme en science, le seul juge de la vérité et de l'erreur, c'est la lumière naturelle de la raison. Et c'est justement pourquoi la libre expression de l'erreur doit être tolérée, non comme une approbation de l'erreur elle-même, mais parce que nous ne voulons pas que notre prochain soit simplement un homme qui parle comme si il connaissait la vérité. Ce que nous voulons, c'est qu'il la connaisse, non pas seulement qu'il la dise, mais qu'il la sache, qu'il la pense. Or cela, nous ne pouvons l'obtenir qu'à une condition, c'est que nous-mêmes reconnaissions l'impersonnelle objectivité de la vérité et que nous ayons réussi à la connaître. Alors, et seulement alors, nous pourrons nous battre pour elle et, s'il le faut, mourir pour elle, ce qui est tout différent de faire mourir les autres pour elle. Nous ne devons user que des armes de lumière, les seules légitimes dans un tel combat. De là, ma deuxième conclusion de nature plus pratique. Si nous voulons assurer la survie de la démocratie dans nos pays, nous n'avons pas besoin de plus de scepticisme intellectuel, mais de plus de dogmatisme philosophique. Dans toutes les parties du monde où il y a encore des élections libres, des universités libres et des églises libres, il y a aussi un nouveau parti politique qui ne croit pas du tout au scepticisme, à l'indifférentisme ou au relativisme philosophique. Au contraire, ce parti enseigne la dogmatique d'État, la philosophie dogmatique d'État la plus stricte que l'humanité ait jamais connue. Partout où ce parti domine la vie politique de la nation, chaque homme, femme et enfant apprend de l'État ce qu'il doit penser en matière de religion, de philosophie, parfois même de sciences naturelles, toujours de sciences sociales et économiques, donc aussi en matière de politique. Quoi que l'on puisse penser d'un État de ce genre, on peut être sûr d'une chose, c'est de n'y rencontrer aucun scepticisme. Même les écrivains, ils savent comment ils doivent écrire, et les peintres comment peindre, et les musiciens, quel genre de musique composer. Ce que les autres États ont à faire pour survivre en présence de la force dont une société de ce genre dispose toujours, c'est un problème politique. Les philosophes comme tels ne sont pas qualifiés pour intervenir. En revanche, il leur importe au plus haut point de savoir si la doctrine dont cet État se réclame est vraie ou fausse. Et à moins de prouver dogmatiquement qu'elle est fausse, nous devrons nous contenter de lui opposer, sur le plan de l'esprit, la seule barrière du scepticisme philosophique. C'est la plus faible de toutes les barrières. Des philosophes qui font profession de n'être sûrs de rien n'ont aucune chance d'être écoutés des peuples, alors que d'autres philosophes prêchent aux foules leur propre système d'idées comme si c'était une doctrine scientifiquement démontrée. Contre la propagande matérialiste, le scepticisme philosophique n'a pas l'ombre d'une chance. En fait, puisqu'il n'est même pas capable de dire, philosophiquement parlant, que la doctrine marxiste est fausse, il admet pratiquement qu'elle pourrait bien être vraie. Et c'est une concession faite au marxisme que celui-ci ne leur fera jamais de son côté. Il y a environ 20 ans, alors que je faisais une série de leçons dans une grande université des États-Unis, je me permis d'attirer l'attention de mes collègues
sur cet aspect pratique du problème. Il peut être amusant pour nous, philosophes, de jouer avec les idées philosophiques, comme si chacune d'elles devait avoir au moins sa chance. Mais certaines d'entre elles sont telles que si l'État les fait siennes et les impose par la force, on ne nous laissera pas la moindre chance de dire ensuite ce que nous en pensons. Je disais ces choses en 1936. En voyant ce qui s'est passé depuis lors, je ne vois aucune raison de retirer mon avertissement. Aujourd'hui, plus que jamais, le temps n'est plus à l'indifférence en matière de philosophie. Si nous n'avons aucune vérité philosophique précise à proposer au matérialisme dialectique, nous n'avons aucune justification intellectuelle à nous opposer à ce régime. S'il n'y avait ni erreur ni mal, disions-nous, il n'y aurait rien à tolérer. Il y a beaucoup à tolérer, au contraire, pour nous, dans ce que pensent et font les autres, pour les autres, dans ce que nous faisons et pensons nous-mêmes. Aristote disait déjà que les sociétés reposent sur deux principes, la justice et l'amitié. Ce que prescrit la justice, c'est à l'intelligence de le savoir et de le dire. Depuis les premiers temps de l'histoire humaine, nous assistons à un effort ininterrompu d'invention sociale, morale et politique, comme il y a une invention scientifique, comme il y a une invention artistique, il y a une invention dans l'ordre de la vie sociale où l'homme s'efforce d'imaginer des sociétés toujours plus harmonieuses, toujours plus saines, plus justes, plus satisfaisantes pour le plus grand nombre. La tâche est très ardue. Elle l'est surtout parce qu'il faut tenir compte de facteurs différents dont on peut facilement prévoir qu'ils ne réagiront pas tous les uns sur les autres de la même manière. Organiser une société tout à fait heureuse, ça n'est probablement pas possible, si l'on pense qu'elle se composera toujours d'hommes, c'est-à-dire d'êtres imparfaits. Pourtant, ce rêve hantera toujours les esprits humains. Souvenez-vous des premières œuvres du jeune Charles Péguy, les dialogues de la cité heureuse. C'était un rêve de jeunesse. Pourtant, la volonté de justice n'est pas stérile, et plus elle suivra les conseils de la raison, ou plutôt de l'intelligence, plus aussi l'homme se rendra habitable cette terre à laquelle il est lié par la volonté de son Créateur. Mais la justice n'est pas tout. Une cité est un ensemble d'hommes qui veulent vivre ensemble. La vertu qui lie les membres d'une même cité ensemble, c'est précisément l'amitié. C'est elle, dit Aristote, qui fait que la cité tient ensemble. Et soulignant une autre parole du philosophe dans son commentaire sur l'éthique d'Aristote, saint Thomas dit dans son exposition de la doctrine que les législateurs, les hommes d'État, font tant de cas de l'amitié qu'ils la préfèrent à la justice même. Réfléchissons à cette admirable parole. S'il y avait à pécher d'un côté celui de la justice ou celui de l'amitié, il serait encore moins dangereux pour une société de manquer un peu de justice que de manquer d'amitié. Il faut donc vouloir ces biens divers en apparence et pourtant étroitement liés dans la vie sociale, la connaissance du vrai,
la volonté du juste, mais aussi cette cordiale amitié pour ceux avec lesquels nous sommes appelés à vivre et qui nous fait les aimer, non pas tels que nous sommes nous-mêmes, mais tels qu'ils sont. Je n'ai jamais lu sans un mouvement d'inquiétude un certain passage de Philosophy and Politics du philosophe Russell, passage dans lequel il entend justifier la thèse principale de son livre, que le dogmatisme philosophique, c'est-à-dire être sûr d'une vérité philosophique, engendre la tyrannie. Lui-même recommande un aimable libéralisme empirique comme la philosophie la mieux faite pour favoriser un régime de liberté. Si nous ne sommes pas trop sûrs de quoi que ce soit, alors nous serons tolérants les uns envers les autres. Et voici quelle preuve il en donne. S'il était absolument certain que le marxisme doit faire le bonheur de l'humanité, alors toutes les dictatures, camps de concentration et guerres mondiales pour s'assurer le triomphe du marxisme seraient justifiées. De même, continue Lord Russell, s'il était certain que sans juifs le monde serait un paradis, il n'y aurait plus d'objection valable contre Auschwitz. Mais comme il est beaucoup plus probable que ces méthodes feraient du monde un enfer, nous pouvons laisser libre cours à notre horreur naturelle pour la cruauté. Lord Russell citait comme le premier des 10 commandements pour sauver toute société du fanatisme le précepte suivant: ne soyez absolument certains de rien. Comment? De rien? Non, de rien. Même pas que les dictatures, les camps de concentration, les guerres mondiales et les fours crématoires d'Auschwitz sont des choses absolument mauvaises en elles-mêmes, même pas que rien ne justifierait le meurtre d'un seul homme, juif ou chrétien, pour résoudre aucun problème politique. Parmi les vérités absolues dont je parlais au début de cette causerie, ne devrions-nous pas compter encore celle-ci? Tu ne tueras pas. N'est-ce pas cela quelque chose d'absolument certain? Pour ma part, je demande la permission de ne pas être d'accord avec Lord Russell. J'aime beaucoup mieux une société dogmatique régie par ce principe « tu ne tueras pas » qu'une société qui ne massacre pas, non pas parce qu'elle est certaine qu'il ne faut pas massacrer, mais parce qu'elle n'est pas absolument certaine qu'il soit mauvais de le faire. Que la société de ce charmant libéral qui ne tue pas parce qu'il n'est pas tout à fait sûr que des meurtres massifs soient nécessaires au bonheur de l'humanité, qu'elle soit la sienne si elle lui fait plaisir, ce n'est pas celle où je désire moi-même vivre. Si nous désirons éviter la tyrannie politique, il ne nous faut donc pas moins de dogmatisme intellectuel, mais plus. Il nous en faut le plus possible, mais il faut aussi que l'amour du prochain croisse dans les cœurs à mesure que la lumière croît dans les esprits, car tous les biens de l'homme lui viennent, non pas certes de la cité, mais dans la cité et par la cité. La tolérance n'est donc pas un scepticisme de l'intelligence, conservons-la comme une volonté de sauver la cité par l'amitié.